base, le comité logement Rive-Sud, on peut dire, c'est comme une association de locataires. C'est né d'un mouvement de locataires qui avaient besoin d'habitation, qui pouvaient se payer, puis qui étaient de qualité. Puis, à travers son histoire, c'est ce qu'on continue à faire. Ça veut dire qu'on permet à des gens de faire part de leurs expériences comme locataires, les besoins qu'ils ont, par exemple si les logements sont trop chers, qu'ils ne sont pas en état, la relation qu'ils ont avec le propriétaire. Donc nous, on permet à ces gens-là de participer au débat public en les regroupant. On est leur outil en quelque sorte. Et aussi, on va offrir un service d'information juridique. Ce n'est pas des avis juridiques, on n'est pas des avocats au comité logement, mais quelqu'un va appeler et me dire, par exemple, moi j'ai tel problème dans mon logement, nous on va leur expliquer qu'est-ce que dit la loi, puis quelles sont les procédures pour faire valoir ces droits. C'était des familles de Châteauguay qui disaient, nous on a besoin d'avoir des HLM à Châteauguay. Ils se sont mobilisés, ils ont fait des représentations. Il y a un organisateur communautaire du CLSC dans le secteur, Carlos Borges, qui s'est impliqué avec eux, qui les a accompagnés dans cette mobilisation-là, et ils ont eu des gains, là, où ils ont réussi à apporter des HLM. Là. Dans la foulée de ce mouvement-là, s'est créé l'Office municipal d'habitation de Châteauguay aussi. Donc le comité logement est né comme ça, puis c'est resté dans son ADN à travers l'histoire. Et par la suite, on a continué à se mobiliser, faire la promotion du logement social, continuer à faire des revendications, des pressions politiques pour en avoir du logement social. Et aussi, on a fini par créer aussi un groupe qui s'appelle Solide, qui est un gros OBNL d'habitation qui représente plusieurs unités de logement à travers la Montérégie. C'était une façon de répondre au retrait du fédéral dans les années 90. Là, il s'est retiré du financement de logements sociaux. Et dans la foulée de ce mouvement-là, nous, on avait créé Solide à l'époque, qui aujourd'hui est un des plus gros propriétaires de parcs immobiliers là, dans le secteur de Châteauguay. On a aussi aidé à la création de la Fédération des OSBL d'habitation. Et pendant ce temps-là, on continue encore à faire notre travail de mobilisation, de mobiliser les locataires autour des enjeux qui les touchent, là, que ce soit pour avoir du logement social, que ce soit pour revendiquer des politiques au niveau provincial, fédéral, même municipal, qui les aident, là, un règlement municipal, par exemple, sur la salubrité et tout. Donc, on continue à faire ce travail-là. Et aussi, tout en donnant un service, là, on est financé aussi pour accompagner les locataires qui ont des besoins individuels, là, qui, par exemple, qui ont un problème de logement dans leur logement, un problème avec le propriétaire, bien, nous, on les informe sur quoi faire pour régler ce problème-là, en tout cas, faire valoir leurs droits. On a une philosophie du par et pour les locataires, dans le sens que nous, on a une vie associative qui est très dynamique et on tient plusieurs assemblées, plusieurs réunions, et les membres du comité logement sont des locataires, des personnes qui vivent les problèmes auxquels nous, on veut s'adresser. Et ces gens-là sont impliqués, que ce soit lors de nos assemblées générales annuelles, et même au conseil d'administration. Donc, ils sont impliqués à tous les niveaux de l'organisation. Et lorsque le comité logement prend des positions, lorsque le comité logement décide par exemple, mener une telle campagne, s'impliquer quelque chose, bien, les locataires qui vivent ce problème-là sont en arrière de ces décisions-là aussi. Ce n'est pas juste les organisateurs, les organisateurs communautaires qui décident d'eux-mêmes qu'on va attaquer ce dossier-là. Non, c'est l'expérience des gens qui s'impliquent au comité logement qui nous amène à prendre des actions. Bien, dans la vie de tous les jours, effectivement, là, je rentre le matin, là, je prends mes messages, j'ai souvent des appels les gens peuvent appeler à n'importe quelle heure. Des fois, quand ils subissent le problème, des fois, le réflexe, ça va être d'appeler. Donc, des fois, je m'aperçois que des gens ont appelé à 10h, 11h le soir, disant « Voici, mon voisin fait beaucoup de bruit, qu'est-ce que je peux faire? » Ou si ce n'est pas la première fois que ça arrive, j'ai averti le propriétaire ne fait rien, quels sont mes droits? Donc, à ce moment-là, moi, quand je rappelle la personne, je vais lui indiquer quels sont ses droits, ses possibilités, à savoir, exemple, s'il a déjà averti son propriétaire verbalement, l'autre étape serait de le mettre par écrit. À ce moment-là, si la personne n'est pas en mesure d'écrire une mise en demeure ou une lettre officielle, à ce moment-là, nous, on est disponible pour les aider à rédiger la mise en demeure pour le propriétaire pour avoir un logement exempt de troubles de voisinage, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, je dirais, la majorité de nos interventions, c'est des gens qui ont besoin de réparation.
dans leur logement. Et je dirais que 80% des situations sont réglées suite à l'envoi d'une mise en demeure. Seuls les récalcitrants vont aller jusqu'à la régie du logement en disant non, je ne vais pas effectuer les réparations. D'un autre côté, il faut être courageux aussi de la part des locataires. Il faut avoir une certaine tolérance au stress pour faire tout le processus et dire ben, je vais me rendre à la régie du logement. Principalement avec la longueur des délais. Les délais à la régie du logement découragent les locataires à faire valoir leurs droits, puisque présentement, c'est environ 18 mois d'attente. Il y a certaines situations, ça a dépassé le 2 ans. Donc, souvent, les gens, comme on dit, ils stannent puis ils déménagent, plutôt que d'entreprendre les démarches, parce qu'ils savent que ça va être laborieux. Non, puis ça n'aide pas l'accès à la justice, effectivement. Là. Les gens s'en vont. Ensuite, si, exemple, c'est une question de moisissure, bien souvent, ça va être camouflé. Et ensuite, on reloue à un nouveau locataire qui, lui, va me rappeler ensuite. Puis avec la même problématique, ça m'est arrivé de recevoir des appels de la même adresse à plusieurs mois d'intervalle. Encore ce matin, je recevais via courriel une demande de quelqu'un qui n'avait pas de problème avec son locataire, mais encore en date on est le 10 aujourd'hui, encore quelqu'un qui est à la rue, qui couche dans la rue là, depuis quelques semaines parce qu'il n'est pas arrivé à trouver un logement. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il pourrait payer, mais ces circonstances de vie ont fait qu'il se retrouve à la rue. Et bon, on est en plein été, ça doit bien dormir assez bien dehors le soir, la nuit, mais c'est pas une situation idéale. Et puis, même si c'est temporaire, je suis certaine que ça va jouer beaucoup sur la santé de ce monsieur et ce qui va en découler par après. J'ai aussi, depuis plusieurs semaines, je m'aperçois que nos personnes âgées sont une population qui est très à risque, justement, en tant que locataire, que ce soit locataire dans des résidences dites pour aînés, qui sont organisées, qui ont les services pour aînés. De plus en plus de demandes de ces personnes-là qui sont âgées, effrayées, seules dans leur logement et qui vivent du harcèlement. C'est de la part des gestionnaires, des augmentations abusives, et puis qui sont tellement fatiguées, épuisées. Tout ce que ces personnes-là veulent, c'est avoir la paix, juste vivre tranquillement dans leur logement. C'est pas ça qui se passe. Et ça, c'est... On a des liens justement avec différents centres communautaires pour aînés et on va des séances d'information justement pour les informer de leurs droits, de briser des préjudices ou des tabous, où ils s'imaginaient que ça fonctionnait comme ça, puis là, ils réalisent que « Ah, je peux faire quelque chose pour m'en sortir. J'ai pas à subir ce monsieur et cette madame. Là. Il y a des moyens pour résoudre ça. » Et puis, je vois ça semble augmenter. Et la population du baby-boom vieillit, et on va en avoir de plus en plus, de plus en plus. Encore là, c'est pas nécessairement des personnes qui sont pauvres. Qui sont financièrement démunis. On peut être démunis autrement, puis se retrouver à vivre des problématiques. Le marché locatif au Québec, c'est principalement un marché privé. Hein. Il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus, mais le fait que ce soit un marché locatif privé à but lucratif, mais il y a plein de personnes qui ne trouveront jamais leur compte. Là. Il y a des dizaines de milliers de locataires là, qui jamais, ce modèle-là ne répondra jamais à leurs besoins. Il y a du monde qui ont besoin d'un logement, ils n'ont pas beaucoup de revenus, donc ils ont besoin d'un logement qui peuvent se payer, qui est décent. Dans un marché où le but c'est faire de l'argent, tu ne réponds pas nécessairement à ce besoin-là. Donc, c'est considéré comme un bien, comme un service à lucratif. Puis de l'autre côté, c'est un droit, c'est un besoin fondamental. C'est difficile de conjuguer les deux. Là. Puis, il y a toujours des contradictions entre les besoins des locataires puis le besoin du propriétaire de se faire un profit. Il va toujours en avoir des contradictions. Tu sais, le seul moment où il y a moins de contradictions, c'est quand c'est pas à but lucratif. C'est pour ça que nous, on fait la promotion. Puis pour nous, oui, on peut demander des règlements. On peut demander, par exemple, que la régie elle fasse des choses pour les locataires, mais ultimement,
on va répondre aux besoins de ces locataires-là quand on va enlever de l'équation le besoin pour quelqu'un de sortir un profit sur le besoin de se loger de quelqu'un d'autre. On fait environ un cas par mois, 12 cas par année. C'est arrivé un peu plus, là, mais de façon générale, c'est à peu près 12 cas par année. Donc, en moyenne, c'est un cas par mois qui nécessite l'intervention travailleuse sociale, infirmière, moi-même, organisateur communautaire du comité de logement. Et c'est chapeauté également par un organisateur communautaire du CLSC ici à Châteauguay. Les interventions, ça se fait, on dit on est une équipe d'intervention rapide en matière d'insalubrité, c'est-à-dire que si on reçoit un appel, un signalement d'un autre organisme, par exemple, à ce moment-là, dans les 48 heures, nous, on va s'appeler pour se fixer une rencontre téléphonique, pour ensuite fixer une visite du logement, pouvoir faire un constat des lieux, et ensuite avoir nos recommandations qu'on va donner aux ménages locataires, à savoir on recommande une évacuation ou tout simplement les aider dans leur démarche pour faire mettre en bon état là, leur logement. C'est-à-dire écrire une lettre au propriétaire demandant des réparations, etc. Ça finit pas tout le temps en évacuation, c'est ça? Non, souvent c'est la mise aux normes qui est préconisée. Là. Nous, on demande avant là, des réparations et c'est bien entendu, si rien n'est fait, on va suggérer l'évacuation s'il y a un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. C'est toujours la seule raison un peu qui justifie le départ d'un locataire quand on parle d'insalubrité, c'est s'il y a un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. Oui, justement, les propriétaires en profitent, des propriétaires qui font de la discrimination abusive là, à tous les jours. La dame va faire un téléphone, ou si elle a le malheur d'avoir un petit accent là, qui fait qu'à l'autre bout de la ligne, on suppose que c'est pas une Québécoise pure laine, une nouvelle arrivante. Si elle parle, elle mentionne qu'elle a 2 enfants. Tout ça, puis les propriétaires vont discriminer. Ah non, il est déjà pris, madame, puis ils font leur sélection. Là. Alors, les familles avec enfants ont eu de grands problèmes. Ça, ça a été une catégorie cette année, on l'a vu au 1er juillet. C'est les grands logements à prix abordable pour de jeunes familles qui font pas des salaires exorbitants, qui veulent simplement élever leur famille modestement. Et en tant que nouveaux arrivants aussi, ils veulent être de bons citoyens, ils ne veulent pas se retrouver dans des problématiques, avoir du trouble avec la loi et tout. Alors souvent, ils disent oui, malgré eux, ils se soumettent, ils acceptent des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Ouais. Oui, on peut avoir l'impression de répéter souvent la même chose, mais ce qui arrive, c'est que bon an, mal an, dans le passé, les gouvernements prévoyaient à peu près 3000 unités de logements sociaux. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que les besoins impérieux en logement, là, quand on parle des personnes qui payent trop cher, qui sont dans un logement qui est pas adéquat, là, ou par exemple qui a besoin de réparation majeure, mais il y a des dizaines de milliers de personnes à travers le Québec qui auraient besoin d'un logement social maintenant. Bon an, mal an, comme je le dis, le gouvernement du Québec en prévoit 3000. Donc, les gens qui ont ces problèmes-là, qui ont besoin des problèmes d'habitation, nous appellent constamment. Nous, on parle avec des centaines, voire des milliers de personnes par année, qu'on sait que le logement social pourrait les aider. Donc, oui, c'est vrai qu'on se répète, mais il y a une urgence. Nous, c'est pas rare que quelqu'un nous appelle là, pour nous dire « Bien, moi, je n'ai pas de logement, je savais de me retrouver à la rue. Là. Mon logement, il y a de la moisissure, le propriétaire ne veut rien faire, mais je n'ai pas les moyens de me payer quelque chose. » Puis ils sont sur une liste d'attente, par exemple pour les HLM ou pour un autre type de logement social ou communautaire, et ils savent qu'ils vont attendre des années. T'sais? Donc, les besoins sont là, sont immédiats, et c'est pour ça que nous, il faut s'assurer que les élus, ceux qui sont en position de prendre les décisions, mais ils l'entendent constamment. Il faut qu'ils sachent que ce besoin-là existe constamment parce que c'est pas donné que les personnes vont juste décider de le faire. Je donne l'exemple, Châteauguay, c'est une des villes au Québec où il y a le plus de logements sociaux. Et c'est parce qu'il y a une mobilisation importante à Châteauguay qui existe depuis 40 ans, qui a demandé, non seulement qui a fait des revendications, mais qui a aussi
mis la main à la pâte pour en faire des logements sociaux. Là, quand je parlais des OSBL qu'on a créés, là, non seulement l'OSBL qu'on a créé, qui est un des plus gros, qui est probablement le plus gros dans Châteauguay, l'OSBL d'habitation, mais on a aussi, en tant que groupe de ressources techniques, pendant de nombreuses années, on a accompagné des locataires ou des groupes qui voulaient faire leur propre projet de logement social aussi. Puis nous, on les a accompagnés comme ça aussi. Là. Donc les besoins, oui, c'est vrai qu'on répète souvent, mais les besoins, malheureusement, ils sont encore là. Puis c'est une situation qui est appelée à se détériorer, là, quand on sait qu'actuellement, il y a une crise du logement, là, un taux d'inoccupation très bas. C'est le début de la crise, puis c'est facile de penser que dans les prochaines années, là, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se retrouver avec des logements qui ne pourront pas payer, des logements insalubres parce que le propriétaire n'a pas d'incitatif à faire les réparations. De toute manière, son logement prend de la valeur. Et lui, ce qu'il met dans le logement, c'est de l'argent perdu là, dans ce contexte-là. Je ne dis pas que tous les propriétaires, c'est comme ça, mais c'est une dynamique qui peut. Puis les propriétaires aussi, dans un contexte de pénurie de logement, c'est facile d'augmenter les loyers beaucoup plus rapidement. Là, puis c'est ce qu'on voit là, sur le terrain. Mais nous, quand on s'aperçoit que plusieurs personnes ont le même problème, comme exemple, ici, à une certaine époque, plusieurs personnes nous appelaient en disant on a des problèmes d'insalubrité. La loi disait la responsabilité, elle le dit encore, la loi sur les compétences municipales, elle indique que la responsabilité revient aux municipalités. Donc, ils ont le pouvoir de faire un règlement sur l'insalubrité. Ils n'ont pas l'obligation de le faire, ils ont le pouvoir de le faire. Donc, plusieurs municipalités n'utilisent pas ce pouvoir-là. Donc, dans une municipalité, il y a un règlement sur l'insalubrité. Dans l'autre municipalité, ils n'en ont tout simplement pas fait. Donc, c'est des leviers, ça, pour les locataires et même pour les urbanistes qui travaillent, les inspecteurs urbanistes qui travaillent pour les municipalités. Ça peut être un outil, eux, pour régler les problèmes, disons, des parcs locatifs. Hein, pour avoir un parc locatif en bon état, ça leur prend un règlement avec du mordant. Là, pour, si on veut dire, exemple, c'est interdit d'avoir un trou d'avoir un trou au plafond, ben un règlement qui indiquerait clairement qu'un immeuble doit être étanche, ça réglerait encore là un gros pourcentage des problèmes d'insalubrité, à savoir l'humidité excessive, les infiltrations d'eau, etc. Donc, tout simplement, un règlement qui prohibe les infiltrations d'eau, ou qui prohibe, ou qui dit qu'un immeuble doit être étanche, ben à ce moment-là, ça règle la majorité des problèmes. Ben, disons que les municipalités ont différents arguments pour être contre. Ici, à Châteauguay, la municipalité était très coopérative. On est arrivé avec des chiffres, un peu, on avait fait une recherche sur l'état des logements, on est arrivé avec des chiffres pour appuyer nos prétentions. Hein. On dit, ben, oui, il y a des problèmes de salubrité sur le territoire et vous avez le pouvoir de faire des règlements, donc on aimerait ça qu'il y en ait un. Donc on s'est assis avec la municipalité de Châteauguay et on a écrit un règlement sur la salubrité. On a eu une belle coopération également de la part de la municipalité de Sainte-Martine. Même, je dirais, plus loin sur le territoire, là, il y a Saint-Philippe également qui s'est doté d'un règlement. Par contre, exemple, il y a Châteauguay, il y a Sainte-Martine. Entre les deux, il y a Mercier, mais Mercier n'a pas ce règlement. Donc, quelqu'un qui habite à Mercier ne serait pas protégé par un règlement. Donc, pour lui, c'est plus difficile de prouver le mauvais état de son logement, puisque ce n'est pas appuyé par un règlement. C'est un peu comme une autoroute qui n'aurait pas de limite de vitesse. Donc, parfois, les réticences des municipalités, c'est de dire, ben nous, on veut pas mettre un policier derrière chaque panneau de vitesse. Donc, ils ne veulent pas mettre de règlement en disant, ben on ne veut pas engager davantage d'inspecteurs municipaux parce qu'eux, ils ont des craintes de recevoir davantage de plaintes de la part des citoyens s'ils font un règlement. Donc, mais ce n'est pas le cas en réalité. Ça aide les municipalités à gérer l'état du parc locatif. Et ben, parallèlement, c'est ça, c'est que ça donne un outil à leurs inspecteurs. La philosophie du comité Logement Rive-Sud, nous, quand les gens nous appellent, c'est sûr qu'eux autres, ils nous disent « Bon, voilà, j'ai un problème. »
Mais nous, ce qu'on veut les amener à comprendre, c'est que le problème que les autres y ont, bien, il y a plusieurs personnes qui ont ce problème-là, puis que souvent, c'est pas un problème qui est individuel, qui est né dans leur logement individuel, dans leur vie individuelle. Souvent, c'est des problèmes qui sont systémiques parce que, par exemple, on parlait que ce marché à but lucratif là, pour le logement, il y a des politiques qui sont adoptées, par exemple, dans les municipalités pour la réglementation sur les salubrités ou pas. Tu sais, les villes se donnent ou pas le pouvoir d'intervenir. Et aussi le peu d'investissement qui est fait au niveau du logement social, mais c'est des problèmes qui sont systémiques. Donc nous, quand quelqu'un nous appelle, notre philosophie, c'est oui, c'est vrai, quand tu appelles, tu as un problème, mais nous, on veut t'amener à comprendre que nous avons un problème. Donc, notre philosophie, c'est de collectiviser souvent les expériences, les solidarités. Donc, la personne qui nous appelle qui a un problème, on veut lui offrir la possibilité de collaborer avec d'autres personnes qui vivent la même situation. Et quand on fait ça, bien, on a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de force. Par exemple, une personne qui est toute seule, qui appelle son député, bien, ça a un certain poids, là, mais pas autant nécessairement que quand on est 20, 30, 50, 80, qui allons devant son bureau, puis on dit, nous, ça nous prend du logement social. Là, il y a beaucoup plus de chances de nous écouter, qui autrement, ces personnes-là ne seraient pas entendues. Là. Mais quand tu les mobilises, quand tu te mets ensemble, là, tu as plus de poids, puis là, tu te fais écouter. Là. Puis les résultats sont là. Châteauguay, c'est une des villes où il y a le plus de logement social, parce que tu avais des personnes qui ont collectivisé leurs expériences, leur savoir et leurs forces, puis ils ont imposé ça, là, le logement social. C'est pas de la charité qui est tombée, ils l'ont imposé. Au niveau local, pour les gens qui veulent s'impliquer, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Pas, ou comme ici, bon, qu'est-ce qui se passe à Châteauguay, dans le secteur du Roussillon? Oui, Montréal, on sait, oui, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des nouveaux développements? Et comme de fait, il y en a, puis on peut même en voir là, des accomplissements dans les dernières 40 années déjà. Je pense à 1979, là, c'est loin, c'est loin. Et déjà, le concept de HLM n'existait quasiment pas à cette époque. Puis aujourd'hui, on est rendu avec le programme d'accès logis du gouvernement provincial, plein de démarches. Naturellement, on trouve que ça va pas assez vite, il n'y a pas assez d'argent qui est investi, mais c'est quand même de grands pas comparé à il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Il y a quand même une belle démarche qui a été faite. Il y a encore beaucoup de millage à faire, beaucoup. Puis c'est aussi de chaque journée va apporter sa situation, un événement qui va ajouter à justement, comme tu disais plutôt, la mobilisation. Aller chercher le monde. Comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on... Hey, on est là, on n'a pas de néon, c'est juste si on a une pancarte dans notre vitrine de bureau pour dire qui nous sommes. Comment est-ce qu'on va aller les chercher, ces gens-là? De quelle façon? Puis, pas seulement les informer, mais de tenter, pour certains, de les impliquer dans le comité. Parce que finalement, c'est les membres, puis c'est là-dessus que je travaille aussi, d'augmenter le nombre de membres au comité. C'est eux qui vraiment là, sont de grands communicateurs. Ils parlent à leurs sœurs, leurs voisins, leurs collègues de travail. Ils transmettent l'information du comité de logement de façon beaucoup pertinente et personnelle et précise quant à la personne à qui ils s'adressent. C'est eux aussi nos bénévoles qui vont préparer des lunchs avant une mobilisation comme on a fait au quartier Saint-Michel en avril, qui vont faire des téléphones. C'est avec ces mains-là là, que le tout se bâtit. Et c'est des gens très importants et puis on en cherche constamment. C'est du beau monde qui ont souffert beaucoup, qui sont pauvres, qui ont été démunis, qui sont en manque de bien des choses, mais qui veulent que ça s'améliore. Et c'est ce moteur-là là, que je tente de maintenir activé. À travers les années, les subventions, par exemple, qui venaient du gouvernement provincial au Saguenay, longtemps, ils n'ont pas été annexés au coût. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, si toi, tu veux garder du monde qui ont acquis de l'expérience, qui ont une certaine expertise, là, parce que nous, on a du monde à l'interne là, qui sont capables de rédiger des règlements municipaux là, pour les villes. T'sais. On a des gens qui ont une expertise au niveau de tout ce qui est politique, tout ce qui est dynamique pour des règlements municipaux et tout. Mais si tu veux les conserver, ces gens-là, à un moment donné, il faut les payer aussi, ces gens-là. Puis quand les subventions ne suivent pas, ben, c'est sûr que
des fois, tu ne peux pas garder nécessairement ton monde. Je dirais qu'au comité logement réussite, on est chanceux parce qu'on a réussi quand même à conserver longtemps nos personnes. Ce qu'on a vu toutefois, c'est que il y a de plus en plus de gens qui appellent. À chaque année, on a une hausse du nombre d'appels de personnes qui ont besoin d'informations parce qu'ils ont un problème avec leur propriétaire quelconque, puis ils ont besoin d'informations. Et dans les 2 dernières années, je vous dirais qu'il y a une augmentation, juste dans les 2 dernières années, de 100% du nombre d'appels. On n'est pas plus de monde, mais on a eu une augmentation dans les 2 dernières années de 100%. C'est une tendance qu'on observe depuis 2011, depuis qu'on a ouvert un bureau à Longueuil, il y a une hausse constante qui se fait, puis on peut s'attendre que ça continue à augmenter, mais on n'a pas nécessairement plus de ressources pour le faire. Donc, nous, il faut se réajuster à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puis, c'est pas une réponse, j'ai pas de réponse à ça actuellement, mais il faut les traiter, ces appels-là, parce qu'il n'y a pas d'autres organisations qui donnent ce service-là. Faire appel à des avocats, mais ça peut coûter de l'argent. La régie, eux autres, c'est pas nécessaire, ils font pas nécessairement ça, la régie de l'information, comme nous, on l'a fait avec l'accompagnement qu'on fait. Donc, les gens se retrouvent dans les comités logement, puis ici, sur la rive sud de Montréal, il n'y a pas énormément de comités logement, donc nous, on reçoit des appels, c'est pas des journées de 20 appels, c'est pas rare, là. Puis quand tu penses qu'un appel, ben, c'est peut-être une demi-heure pour traiter un dossier, pour comprendre ce qui se passe, puis pouvoir l'apporter, bien là, tu as une couple de journées de retard dès que cette journée-là est passée, là. Puis ça c'est toujours avec le même monde qui doivent répondre au téléphone, mais en même temps mobiliser. Il faut que tu conjugues tout ça ensemble. Moi, ça fait 10 ans que je travaille au comité logement réussite, donc j'ai vu plusieurs situations. Puis je dirais que ce qui s'est beaucoup amélioré dans la région, puis ce qui est vraiment agréable, c'est de travailler justement avec nos différents partenaires, les autres organismes communautaires du milieu. On partage tous des problématiques. Moi, quelqu'un qui m'appelle, c'est possible qu'il me dise « J'ai payé mon loyer pour ne pas perdre mon logement, mais j'ai rien à manger dans mon frigidaire. » Ben moi, c'est sûr que mon réflexe, ça va être de référer ces gens-là vers les bons organismes, par exemple. Si c'est une femme qui me dit qu'elle vient tout juste de se séparer, était victime de violences conjugales, se cherche un nouveau logement, ne sait pas comment canceller son ancien bail, ben, je peux la mettre en contact avec un groupe de femmes. Moi, je vais l'aider pour tout l'aspect logement, mais ensuite, je sais que je peux lui donner des bonnes références dans notre réseau pour qu'elle soit accompagnée pour les différentes étapes de sa problématique, parce que des fois, un problème ne vient jamais seul, comme on dit. Parfois, c'est multiproblématique.